quelqu'un que j'aime bien, mais on s'est rencontrés il y a 2 ans et j'avais apprécié chez Francis sa fidélité parce qu'il avait promis de venir nous voir et il était très tard, c'était à Corbeil, il était très tard et tout le monde disait « Ouais, Lalanne, il va venir, Lalanne, il va venir ». 9h, il vient pas, 9h30, il vient pas. Et d'un seul coup, qu'est-ce qu'on va arriver? Francis est arrivé. Et j'étais très touché qu'il ait tenu sa parole, parce que pour moi, s'il y a une chose que je tiens le plus, c'est la fidélité. La fidélité de tous les jours, la fidélité de vos camarades, la fidélité de vos enfants, de votre famille. À l'armée, vos hommes, ils vous disent est-ce que tel officier, je vais le suivre au combat? Ou est-ce que tel autre, je vais le suivre? C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'on aura la fidélité vis-à-vis de nos camarades lorsqu'on remplit une mission? Est-ce qu'ils savent que la mission qu'on va avoir, on va la remplir? Donc ça, c'est le doute que nous avons nous aussi. Donc je voudrais présenter Francis. Alors vous savez que Francis est un artiste français qui a prouvé qu'on pouvait chanter des tubes romantiques. On se retrouvera à la Maison du Bonheur, tout en ayant un chapeau qui défie les lois de la gravité et du bon goût. Avec le temps, il a décidé que chanter ne suffisait plus. Il s'est lancé dans l'activisme public avec la ferveur d'un mousquetaire découvrant qu'il peut tweeter. Il est célèbre pour son soutien à l'environnement et au bien-être animal. Il est également célèbre pour défendre les libertés, la culture libre, les causes humanitaires et sociales. Il a fondé l'association Apasasa, qui signifie actuellement en Swahili, c'est ça? Bon. Alors il est l'incarnation d'un artiste qui, après avoir trouvé la Maison du Bonheur dans les bacs à disques, a décidé d'aller chercher la vérité sur les plateaux télévisés et les listes électorales, avec un dénouement que personne ne peut lui retirer. Il est la preuve vivante qu'on peut être à la fois un poète maudit, des chants et un candidat inattendu. Alors la liberté aujourd'hui, c'est la contestation citoyenne. Comment défendre sa liberté et la culture libre? Alors je vous demande d'applaudir Francis. Oui, oui, tu veux le mettre? Merci. Mes amis, oui, c'est important la loyauté, c'est important la fidélité, c'est important la parole donnée, c'est important la solidarité, c'est important l'humanité, c'est important que vous soyez ici. Pour moi, c'est ça qui est important, c'est pas que je sois ici, que je puisse être un prétexte à vous réunir, ça c'est quelque chose qui me donne le sentiment d'être utile. Mais pour moi, ce qui est important, c'est pas que moi je sois ici. Ce qui est important, c'est que vous soyez ici, réunis. Pourquoi êtes-vous ici? Et pourquoi suis-je ici? C'est bien sûr, et je le dis devant ce fanion, si nous sommes ici en cette place, qui est une place d'armes, c'est avant tout parce que nous sommes des soldats. Que nous nous formions au combat est une chose, mais il y a dans la vie ce qu'on fait et ce qu'on est. Et pour moi, c'est bien sûr ce qu'on va faire qui va révéler ce qu'on est, mais c'est ce qu'on est
qui va nous donner les moyens de faire et de révéler ce qu'on est. Et je pense que si nous sommes ici réunis, c'est parce que nous sommes des soldats. Chacun est un soldat comme il a envie de l'être, comme il en ressent le besoin, de la manière qu'il juge la plus pertinente. Et chacun se définit en tant que soldat comme il l'entend. Moi, je suis un soldat, mais je suis un soldat du Christ, avant toute chose. Je ne suis pas en guerre. Je suis en paix. Je suis en paix avec moi-même. Et c'est parce que je suis en paix avec moi-même que je ne m'inquiète pas. Ma foi me porte et elle me dit que de toute façon la lumière l'a déjà emporté, que nous sommes sur le chemin de la lumière et que nous marchons vers cette lumière en nous donnant la main, que le fait que nous nous donnions la main nous porte vers cette lumière, simplement le fait que nous nous donnions la main. Mais je pense aussi que c'est parce que nous nous donnons la main que nous allons vers la lumière. Je ne suis pas inquiet pour le monde, mais comme disait Saint Jean, je souhaite qu'étant dans le monde, nous n'ayons pas l'esprit du monde. Moi, personnellement, j'estime que je n'ai rien à apprendre de l'histoire. Tout simplement parce que les 3/4 du temps, elle est fausse. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui te permet d'avancer cette vision de l'histoire ? Je te répondrai. Toi qui me poseras cette question, parce que je regarde comment on la raconte de nos jours, l'histoire. Et je vois que tous les jours, avec des moyens de plus en plus importants, on ment à tout le monde. Et que ce mensonge qui est aujourd'hui imposé à tout le monde et vendu à tout le monde comme étant la vérité, c'est l'histoire qu'on racontera demain sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc je sais que l'histoire qu'on racontera demain était fausse. Je le sais aujourd'hui, mais demain, cette histoire qu'on me racontera, pour moi, ce sera l'histoire. Et donc c'est ce mensonge demain qui, pour celui à qui on le racontera, qui ne l'a pas vécu, sera l'histoire. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les êtres d'aujourd'hui seraient-ils si différents des êtres du passé ? Alors que, finalement, si aujourd'hui on faisait un voyage astral et qu'on voyait l'humanité du haut de l'égrégore, on verrait quoi ? On verrait les mêmes singes. Oui. On verrait les mêmes singes qui, au lieu d'utiliser des bâtons pour se taper dessus, utilisent des missiles et des bombes nucléaires. Mais sur le fond de l'humanité, qu'est-ce qui a changé ? Rien. Ce sont les mêmes singes qui se tapent dessus les uns les autres, avec davantage de moyens, donc davantage de barbarie. C'est donc le contraire d'une évolution que celle de l'humanité. C'est une involution en réalité. Il ne faut pas confondre le progrès, ce qu'on appelle le progrès, avec l'évolution. Passer de la matraque à la bombe atomique pour détruire son prochain, c'est certes un progrès technique, mais c'est une involution. Ce n'est pas une évolution humaine. Donc moi, ça ne m'intéresse pas de me dire que j'ai à apprendre de l'histoire. Je n'ai rien à apprendre de l'histoire, si ce n'est peut-être qu'elle est un mensonge. Donc ce qui m'intéresse dans l'histoire, ça n'est pas ce que j'ai à en apprendre, mais c'est ce que j'ai à en comprendre. Pourquoi me raconte-t-on cette histoire ? Pour quelles raisons me ment-on ? À travers cette histoire, qu'est-ce qu'on attend de moi ? Qu'est-ce qu'on veut que je sois ? Qu'est-ce qu'on veut que je devienne ? Pourquoi me dit-on que Vercingétorix avait les cheveux longs, était blond, avait les yeux bleus et de grandes moustaches ? Alors qu'il suffit de voir les pièces gauloises frappées à l'effigie de Vercingétorix pour voir que c'était un jeune homme avec un nez grec, des cheveux courts, un peu frisés, et d'ailleurs qui me ressemblait quand j'étais jeune, et que je n'avais pas la barbe. Qui écrit l'histoire ? Est-ce que Jules César, quand il raconte la guerre des Gaules, nous raconte la guerre des Gaules ou nous raconte ce qu'il a envie que le Sénat raconte au peuple de ses batailles et de ses victoires pour devenir un jour le tyran qu'il est devenu, le tyran républicain ? Pourquoi, mon cher frère,
Pourquoi je ferme les yeux et j'ai du mal à chanter la Marseillaise? Pourquoi je porte ici le cœur vendéen? C'est parce que je ne suis pas républicain, mais je suis français. Et quand j'entends la Marseillaise, je pense à tous ceux qui sont morts en la chantant. C'est à eux que je pense, et c'est à eux que je m'adresse en priant. Je prie quand j'entends la Marseillaise. Je la chante dans les stades de football, mais sans lui accorder le sens qu'elle a. Mais quand j'ai à la chanter dans un lieu où on se recueille au nom de la mémoire, non, je ne la chante pas. Je pense à toutes les souffrances qu'elle a causées. Je pense à celui pour qui elle a été écrite, qui a été un des généraux qui a été responsable du plus grand nombre de charniers en Vendée, qui tuait des femmes, qui tuait des enfants au nom de la République. Je ne suis pas républicain, je suis français. Et je pense que la démocratie, jusqu'à preuve du contraire, n'a rien à voir et n'a jamais rien eu à voir avec la République. Je pense que si l'on avait appliqué la Constitution de 58 d'une manière démocratique, elle aurait pu, oui, avoir un fonctionnement démocratique. Il y a dans les textes un moyen de faire en sorte qu'elle en ait un, si les pouvoirs étaient séparés, fractionnés, comme disait Montesquieu, si le pouvoir arrêtait le pouvoir, si chaque corps intermédiaire surveillait l'autre. Oui, cette République aurait pu avoir un fonctionnement démocratique. Si on avait inversé dans l'article 3 la phrase disant que la souveraineté appartient au peuple, qu'il exerce non pas par ses représentants en premier lieu, mais par le peuple, par référendum et par ses représentants, oui, elle aurait pu avoir un fonctionnement démocratique. Mais hélas, ce que nous a montré la Constitution de 58, c'est qu'elle était propice à générer une dérive présidentielle qui aujourd'hui nous conduit à vivre ce que nous vivons, c'est-à-dire la sidération qui est celle de chacune et de chacun face à un régime qui prétend être une démocratie et qui s'avère être une dictature, et la pire de toutes les dictatures. Parce qu'une dictature générée par le suffrage universel, qui est la plus grande escroquerie républicaine. Pourquoi est-ce qu'on invente le suffrage universel? On invente le suffrage universel parce qu'il y a une révolution tous les 30 ans. Il y a une révolution. Des gens qui descendent dans la rue, qui montent des barricades et qui se font tuer par la garde nationale. Sauf pendant la Commune, mais pendant la Commune, la garde nationale a rallié les communards et ce sont les Uhlans, les Prussiens qui sont venus massacrer les communards après avoir transigé avec Adolphe Thiers qui leur a promis la Moselle et l'Alsace en échange de leur intervention, c'est-à-dire le massacre des communards. Adolphe Thiers, l'Adolphe Hitler français, le plus grand bandit qui ait connu la République et qui aujourd'hui a donné son nom à des écoles, à des rues. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait remplacer les rues et les écoles Adolphe Thiers par le nom de Louise Labbé, par exemple. Oui. Mais bon, les poètes, finalement, hélas, dans notre pays, ont moins souvent eu le pouvoir que les meurtriers, les assassins, les criminels. Non, je ne suis pas républicain, mais je suis français. Et en tant que Français, j'estime que si on veut me raconter une histoire et me présenter un mensonge comme étant la vérité, c'est pour deux raisons. Soit parce qu'on veut me faire comprendre que je ne suis pas quelqu'un du passé, soit pour me faire coller à des modèles du passé qui ne sont plus adaptés à ma vie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous parle sans cesse de la Révolution. On nous parle sans cesse de la Révolution comme si la Révolution était l'apanage de la démocratie. Mais regardez ce qu'a été la Révolution. Elle n'a jamais été ce qu'on en dit. C'est pas le peuple qui a fait la Révolution, c'est la bourgeoisie. Et ça a fini par l'Empire. On mettait des gens
la tête des gens au bout des pics. À Nantes, on n'exécutait pas assez vite avec la guillotine. Alors le fameux Carrier entassait les gens dans des péniches, les enchaînait et coulait les péniches pour les tuer plus vite. C'est ça qu'on nous fait célébrer les 14 juillet, qu'on nous présente comme un modèle d'élévation de l'âme collective et qu'on nous présente comme étant à la source de la démocratie, démocrace. Oui. Non, non. Je ne pense pas qu'aujourd'hui nous ayons envie de mettre la tête des gens au bout de pique. Je ne pense pas qu'aujourd'hui nous ayons envie de décapiter qui que ce soit. Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit la bonne manière d'en finir avec ce que nous subissons. Pareil, on nous parle de la résistance. Et la résistance, c'était un acte qui consistait à résister, oui, bien sûr, comme nous le propose l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui nous dit que les 4 droits de l'homme sont la liberté, la sûreté, la propriété et le droit de résister à l'oppression. Oui, de résister à l'oppression, le droit de résister à l'oppression, oui. Mais la résistance dont on nous parle, dont on nous présente aujourd'hui des images d'Épinal, n'est pas, nous le savons, la résistance réelle, celle qui a essayé de s'organiser en France et qui finalement mettait en opposition des gens qui avaient des positions et des visions politiques diverses, et divergentes parfois, et qui ont réussi finalement à s'opposer aux Allemands lorsqu'ils se sont réunis. Mais à l'époque, le fait de faire se rassembler des gens avec des oppositions politiques telles que celles qui opposaient les gens pendant la guerre, c'était possible. Pourquoi ? Parce que l'ennemi venait de l'extérieur. Aujourd'hui, il nous faut résister à un ennemi qui vient de l'intérieur. Comment est-ce qu'on résiste et comment on s'unit quand on a des visions politiques différentes contre un ennemi qui fait partie de nous, qui est un Français comme nous, qui a rassemblé autour de lui des Français comme nous, qui ont pris le pouvoir et qui nous occupent, oui. Nous sommes occupés, mais pas par un ennemi qui vient de l'extérieur. Nous sommes occupés par un ennemi qui vient et qui vit à l'intérieur de notre pays. Donc on ne pourra pas calquer les schémas de la résistance contre les nazis au schéma de la manière dont nous devrions aujourd'hui résister contre cet ennemi qui est à l'intérieur et qui gouverne par le mensonge et en utilisant nos institutions et en les détournant. Donc je pense qu'il faut cesser de faire de l'histoire le miroir de notre présent. L'histoire est un élément de réflexion sur ce qu'on a voulu faire de nous, pas sur ce qui a été vraiment et qu'il faudrait reproduire. Je pense que notre réflexion ne doit pas porter sur ce qu'il faudrait reproduire du passé qui aurait pu être ce qu'on nous a raconté, qu'il a été et qui aurait débouché sur le présent, qui serait le nôtre et dont nous savons aujourd'hui qu'il n'est pas le nôtre puisqu'on nous raconte que nous vivons dans un monde dans lequel nous ne vivons pas. Non. Je pense qu'il faut s'interroger sur la manière dont nous pourrions sortir de cette situation dans laquelle nous sommes. Cesser de subir ce que nous subissons. C'était la devise, tout à l'heure j'écoutais le général Roure parler du maréchal Juin, c'était sa devise et c'est aussi la mienne. Ne jamais subir. Or, aujourd'hui, nous subissons. Et j'ai pas envie aujourd'hui de parler de la manière dont on en est arrivé là. Qu'importe finalement la manière dont on en est arrivé là. Qu'importe les éléments géopolitiques et les mouvements de l'histoire qui ont abouti à ce que nous vivons aujourd'hui. Non, moi j'ai plutôt envie de parler de comment en sortir. Voilà. Comment faire en sorte de ne plus en être là aujourd'hui. Et ça, c'est pas une réponse qu'on pourra trouver dans le passé et dans l'histoire. C'est une réponse qu'on ne pourra trouver qu'en nous concertant, en nous réunissant comme nous le sommes aujourd'hui, en parlant non pas de ce qu'a été le monde, mais de ce qu'il pourrait être et de la manière dont nous pourrions le modifier pour améliorer la vie du monde. C'est ainsi que nous cesserons de subir, mes amis.
en sortant des modèles qu'on a voulu nous imposer comme étant ceux de l'histoire et qu'il faudrait reproduire. C'est en créant nos propres modèles. Et d'ailleurs, en n'essayant pas de les imposer à ceux qui viendront après nous. Car ce que nous avons à trouver comme solution ne concerne que l'époque dans laquelle nous vivons. C'est notre apanage, c'est notre responsabilité, c'est notre façon aussi de pouvoir en sortir. C'est de savoir que les moyens que nous trouverons ne concernent pas une autre époque, mais simplement celle que nous vivons. Et que c'est pour cela qu'il faut que nous nous réunissions. C'est pour en discuter ensemble, pour trouver ensemble les moyens d'en sortir. Aujourd'hui, je voudrais vous en proposer 2. Et pour cela, je voudrais d'abord vous donner une information. Pardonnez-moi. Une information que vous trouverez dans ce livre, que je viens de republier grâce à un grand éditeur qui est Patrick Pazin, qui est au fond de la salle, qui a eu le courage de rééditer ce livre qui a été interdit lorsqu'il est sorti. Il a été interdit d'une manière assez subtile puisque l'éditeur qui en une semaine avait épuisé le stock qu'il avait mis en place n'a pas voulu réimprimer parce qu'il en a reçu l'injonction du château. Et si, à l'époque, on n'a pas voulu que ce livre sorte, c'est parce qu'à l'intérieur de ce livre, je donnais une information, justement, une information essentielle pour ne plus subir ce que nous subissons. C'est qu'en réalité, l'Union européenne n'a pas de constitution. Ce qu'on nous présente aujourd'hui comme une constitution, un traité constitutionnel, une constitution qui donne à l'Union européenne des pouvoirs supranationaux, est un document qui n'a aucune valeur juridique, puisqu'il n'a pas été ratifié par l'intégralité des États-nations composant l'Union européenne. Et je m'explique. Vous vous souvenez qu'en 2005, la France avait refusé le traité constitutionnel. En 2008, le président Sarkozy, dont aujourd'hui on mesure la façon un petit peu personnelle dont il a conçu la gouvernance, eh bien le président Sarkozy a fait procéder à un vote du Congrès par lequel nous pouvions constitutionnellement faire de ce qu'on a appelé le traité de Lisbonne un avatar du traité constitutionnel qui avait été refusé par voie de référendum par le peuple français. Donc, il a fait procéder à un vote au Congrès qui, constitutionnellement, permettait de faire le lien entre le traité refusé par le peuple français et celui qui faisait de la France le signataire d'un traité constitutionnel. C'était ça le but. Le but, c'est que la France soit signataire, avec les autres États-nations, d'un traité constitutionnel, car si ça n'était pas le cas, eh bien, le traité constitutionnel ne pouvait pas être applicable dans l'Union européenne, puisqu'il fallait, pour qu'il le fût, que l'intégralité des États-nations en fussent signataires. Si un seul d'entre eux ne l'était pas, le traité constitutionnel ne pouvait pas entrer en vigueur. Donc la France n'avait pas signé le traité constitutionnel. Il fallait qu'elle le signât d'une autre manière. Et donc pour ça, il fallait faire voter le Congrès pour que cela soit possible. Et cela faisait du traité de Lisbonne un avatar qui pouvait faire de la France un des signataires d'un traité constitutionnel. C'était une manipulation, un trafic d'influence pratiqué, mis en place en utilisant des moyens de droit par le président de la République de l'époque, qui était M. Sarkozy. Le problème, c'est que lors du vote du Congrès, pour que constitutionnellement cet acte fût possible, eh bien, le Sénat, les sénateurs, le Sénat était composé par des sénateurs dont les 2/3 n'avaient pas de mandat. Ils n'avaient pas de mandat. Car c'est l'article 25 de notre Constitution. Le mandat de député, comme le mandat de sénateur, sont des mandats à durée déterminée.
non pas indéterminé et encore moins indéterminable. Qu'il est dit bien sûr que le législateur organique peut changer la durée d'un mandat, mais il ne peut pas le faire en cours de mandat ou en aval. Il est obligé de le faire en amont, comme on l'a fait en réduisant la durée du mandat du sénateur de 9 ans à 6 ans. Mais quand vous élisez un député, c'est pour 5 ans, c'est pas pour 5 ans, peut-être 6 ou peut-être 7, ou on verra. Quand les collectivités locales, l'émanation des collectivités locales élisent un sénateur, c'est pour une durée déterminée. Ça a été pour 9 ans, maintenant c'est pour 6 ans, mais pas pour 6 ans et peut-être 7 ou peut-être 8, ou on verra. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'il y avait une grande partie du Sénat qui n'avait plus de mandat. Parce que nous étions en 2008, que leur mandat s'achevait en 2007, et que les 2 votes du Congrès ont eu lieu le 4 février 2008 et le 21 juillet 2008. Ce qui fait qu'à l'heure où je vous parle, qu'à l'heure où tout est expliqué dans ce livre, tout le processus, les éléments de droit qui me permettent d'affirmer ce que j'affirme sont décrits et développés dans ce livre. Et donc, il en résulte quoi ? Il en résulte qu'à l'heure actuelle, l'Union européenne, qui jusqu'à ce qu'un traité constitutionnel fût ratifié, ici on s'en aperçoit de manière abusive et illégale, jusqu'à ce moment-là, l'Union européenne était une sorte de construction juridique qui établissait entre les États-nations un lien collaboratif, mais en aucun cas tutélaire. Il devient tutélaire à partir du moment où une constitution ou un traité constitutionnel s'affiche comme étant l'expression supranationale de ce lien, et donc se donnant le droit de prévaloir sur les décisions des parlements nationaux, droit que jamais aucun traité ne lui a donné. Jamais. Et aujourd'hui, c'est au nom de ce traité constitutionnel que non seulement Madame von der Leyen, qui n'a jamais été élue pour cela, prétend gouverner l'Union européenne et prendre des décisions qui seront opposables à celles des parlements nationaux et qui supplanteront celles des parlements nationaux, c'est parce qu'elle brandit ce traité constitutionnel. Et elle se dit, voilà, j'ai un traité constitutionnel, je ne suis pas élu certes, mais le traité constitutionnel me donne ce droit. Eh bien non. Ce traité constitutionnel, chère Madame von der Leyen, ne vous donne point ce droit, parce que ce traité constitutionnel est nul et non avenu. Il est nul et non avenu parce qu'il n'a pas été ratifié par la France. Une première fois, il a été refusé en 2005 par le peuple français, par référendum, par voie de référendum, qui prime d'ailleurs sur la volonté et qui doit primer sur toute autre volonté. C'est l'article 3 de notre Constitution. La souveraineté appartient au peuple et pas aux représentants du peuple. La souveraineté appartient au peuple. Toute décision référendaire ne peut pas être supplantée par une décision d'un représentant du peuple. Le représentant du peuple obéit au peuple. Il ne règne pas sur le peuple. Et un mandat n'est pas un transfert de souveraineté, ni en démocratie de fait, ni en république, ça va de soi. Eh bien, aujourd'hui, la France qui a refusé de signer un traité constitutionnel n'a pas ratifié le traité constitutionnel. Elle l'a refusé par voie de référendum. Et aujourd'hui, la France, qui se prétend signataire du traité de Lisbonne, n'a pas ratifié le traité de Lisbonne, puisque une grande partie des sénateurs qui ont voté pour que ce soit possible n'avaient pas de mandat pour le faire. Et ça, c'est un des moyens, aujourd'hui, que je voudrais soulever, que je vais soulever à l'échelle internationale, parce que je pense que ça intéresse d'autres pays de l'Union de savoir qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de traité constitutionnel qui donne à la Commission les pouvoirs qu'elle s'octroie. Et de la même manière, je pense que c'est quelque chose qui doit aussi intéresser, et je le souhaite, et je ferai en sorte que, en tout cas, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que le problème soit posé au niveau du Conseil de sécurité. Car le fait qu'aujourd'hui, une poignée d'individus
s'arroge le droit de se donner les moyens de décider pour l'ensemble des États-nations sans les consulter dans l'Union européenne, pose le problème de certains articles de ce fameux traité de Lisbonne qui n'a jamais été ratifié par la France. Notamment l'article 42-7 que je vous demande de consulter, de lire, et qui finalement indique quoi? Eh bien, cet article dit en gros, je vais l'évoquer de manière un peu prosodique, hein, je ne vais pas citer les phrases exactes, mais en gros, que dit ce traité? Il dit en gros que si demain, il y a une agression réputée militaire, ou identifiée comme telle, qui toucherait un des pays de l'Union, eh bien, cette fameuse commission qui s'octroie tous les pouvoirs au nom d'un traité frauduleux, qui est un faux et qui n'existe pas, et qui ne leur donne pas ce pouvoir puisqu'il n'a pas d'existence juridique, donc pas d'existence politique, eh bien, ils auraient le droit d'engager tous les moyens militaires, sans consulter les parlements nationaux, contre le pays qui serait, selon eux, celui qui aurait été à l'origine de cette agression. Imaginez aujourd'hui, avec tous les attentats sous faux drapeau ou les agressions militaires sous faux drapeau que nous connaissons, ce qui pourrait arriver si tout d'un coup, Madame en question, Madame la présidente, j'allais dire de l'Europe, sans droit, hein, si elle décidait que, par exemple, une agression militaire ou une explosion ou un drone s'échouant sur un hôpital l'aurait été sous l'impulsion de l'armée russe, par exemple. Eh bien, elle s'arrogerait le droit, au nom de cette constitution qui n'existe pas, de ce traité constitutionnel qui n'existe pas, d'entraîner tous les moyens européens militaires dans la guerre que nous ne voulons pas faire contre nos frères et sœurs du peuple russe. Et je rejoins de ce point de vue ce que disait aussi le général Roure quant à l'amitié franco-russe, qui est un des éléments fondamentaux qui cimente notre politique étrangère depuis toujours. Et quand il dit depuis 1000 ans, il a raison. Parce que même lorsque les Russes, après l'échec de Napoléon, ont occupé Paris, et l'empereur Alexandre a fait en sorte que personne ne puisse s'emparer de la France et que la France revienne aux Français. Et c'est aux Russes aussi qu'on le doit. Ils nous ont toujours défendus, même quand on les attaquait. Donc voilà, c'est cette information que je voulais vous donner. Nous ne voulons pas, bien sûr, de guerre contre les Russes. Ce sont nos frères, nos amis. Mais c'est la volonté de ce petit groupe mafieux qui règne sur l'Union européenne et qui aujourd'hui veut se donner tous les droits au nom d'un traité constitutionnel qui n'existe pas. Il nous faut dénoncer ce traité constitutionnel auprès des instances nationales, auprès des instances internationales. Je vais le faire. Je vous engage à le faire de toutes les manières que vous le souhaiterez. Et vous trouverez toute la documentation sur les lois dans ce livre. Vous pouvez trouver ce livre, il y en a quelques-uns à la sortie. Et le deuxième moyen que je voudrais évoquer, et ensuite je m'arrêterai, c'est celui de la destitution. Je rejoins mon ami et mon frère David. La destitution est le seul moyen aujourd'hui d'éliminer le Roquet qui se prétend aujourd'hui président de la République française et qui veut nous entraîner dans le chaos et la désolation de la guerre. Cette personne, aujourd'hui, a plusieurs fois manqué manifestement à ses obligations. C'est un prévaricateur. Le délit de prévarication, il est constitué. Et aujourd'hui, on a hélas une Assemblée nationale corrompue qui le regarde agir en tyran sans réagir alors qu'elle a le moyen de l'empêcher de continuer à nuire au peuple français. J'ai envie de dire à tous ces parlementaires, mais qu'avons-nous à gagner à conserver encore cette personne à la tête du gouvernement pendant 2 ans ? Je veux dire, organisons des élections anticipées. Qu'est-ce qu'il va apporter à la France? Il ne peut qu'enlever à la France. Donc pourquoi est-ce que les parlementaires aujourd'hui sont tellement attachés à l'idée de refuser le principe de la destitution? Eh bien, c'est parce qu'ils travaillent pour lui. Et quand on dit aujourd'hui que l'actuel occupant de l'Élysée n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, il a bien sûr au moins le Rassemblement national comme majorité, puisque le Rassemblement national s'oppose à la destitution. Et quand je reprends tous les arguments qu'on oppose à la destitution, je ne peux finalement que soupçonner cette collusion entre les parlementaires et les partis politiques
et l'actuel occupant de l'Élysée. Aucun ne tient debout. On nous parle de démission. Il ne démissionnera pas. Pourquoi nous donnerait-il ce que nous pourrions lui prendre? Je veux dire, pourquoi ne pas lui prendre directement alors que l'Assemblée nationale a ce pouvoir, le Sénat a ce pouvoir. C'est un pouvoir constitutionnel qu'ils ont. Et au lieu d'appliquer ce pouvoir, tous s'accordent à dire qu'il n'est plus apte à gouverner et tous lui demandent de partir. Enfin, soyons sérieux, de qui se moque-t-on? Ne demandez pas aux prévaricateurs de partir. Faites-le partir puisque vous en avez le pouvoir. Mais ils refusent de le faire. Ils nous parlent de dissolution. Ils savent très bien que la seule manière aujourd'hui d'en finir avec lui, ce serait de le destituer. D'ailleurs, ça redorerait notre image aux yeux du monde. Ça redorerait notre image, de montrer que notre pays est capable aujourd'hui encore de renverser un tyran par des moyens institutionnels, des moyens constitutionnels. Ce serait une image magnifique pour notre pays. Pourquoi nos parlementaires refusent-ils et refusent-elles de donner cette image au monde alors que cette personne nous ridiculise dans le monde entier chaque jour que Dieu fait? Donc aujourd'hui, nous avons un Parlement qui manifestement travaille pour le prévaricateur. Et je pense qu'il y a un autre moyen aussi de pouvoir obtenir son départ, c'est de faire pression sur les parlementaires en allant les solliciter régulièrement là où se trouvent leurs bureaux en province ou à Paris. Mais il y a un moyen direct, un moyen qui n'est pas un moyen violent, un moyen qui en tout cas est un moyen qui peut avoir énormément de puissance et de force, c'est cette pétition que nous avons placée sur le site de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire dans le ventre du dragon, dans le ventre de la bête, hein, et cette pétition qui demande la destitution de l'actuel occupant de l'Élysée. Elle en est à 200 000 signatures. Vous savez, ici, nous sommes à peu près l'équivalent du nombre de chaises qui sont là, mais même si nous ne sommes pas des centaines, si nous sommes tout au plus une centaine, eh bien si chacun d'entre nous va voir ne serait-ce que 10 personnes et s'assure que ces 10 personnes vont voir 10 personnes, qui vont s'assurer que ces 10 personnes vont voir 10 personnes pour leur demander de signer cette pétition qui actuellement est sur le site de l'Assemblée nationale et donc qui vaut référendum, puisqu'on ne peut pas tricher sur une pétition qui passe par France Connect. On ne peut pas tricher, on ne peut pas revenir plusieurs fois pour la signer. Si demain, nous étions des millions à signer cette pétition, ce serait aussi un moyen de faire pression sur les parlementaires pour qu'ils se réveillent et qu'ils se disent que s'ils veulent être réélus, eh bien, il faut qu'ils tiennent compte de la volonté du peuple et pas simplement des instructions qui leur sont données par leur parti. Et donc je voudrais finir simplement en vous lisant encore un poème que j'ai rajouté à ce livre, qui est une version enrichie de celle que j'avais publiée il y a 20 ans, et qui démonte d'une certaine manière tous les arguments qu'on voudrait opposer à la destitution. Est-ce que j'ai le temps de le lire ? Où est-ce que nous l'avons mis ? Patrick, où est-ce que nous l'avons mis, ce texte ? Ah, c'est article 16. Hein. Ok, merci. Merci, on applaudit l'éditeur. Merci. Oui. Voilà. Françaises et Français, lectrices et lecteurs, sénateurs, députés, électrices et lecteurs, excusez-moi. Donc le texte s'appelle « Mise en demeure ». Françaises et Français, lectrices et lecteurs, sénateurs, députés, électrices et lecteurs, voici 20 ans après que ma mise en demeure est laissée au courrier du palais où demeurent depuis bien trop longtemps les rois républicains. Le tout dernier en poste est des pires faquins ayant là présidé l'agent républicaine. Mais il n'est rien au fond que l'indigne héritier de celui
pour lequel mes vers furent dictés, je parle de Nicolas Sarkozy, non content de servir la case et la caste américaine, non content de servir la caste américaine, qui répand dans le monde la mort et la haine, il trahit pour la seconde fois les Français en appliquant sans droit, et j'en fais le procès, le traité de constitution européenne qui, légalement, ne peut pas être appliqué. Cela pour des raisons que j'ai bien expliquées en écrivant ce livre et que je prends la peine, en rédigeant ce texte à nouveau, d'indiquer. La présente, en effet, porte à votre attention que les 2 votes pour la modification de la Constitution française autorisant la ratification du traité de Lisbonne n'est pas légale et donc ne peut pas être bonne, puisque les sénateurs, aux 2/3 des présents, n'avaient plus de mandat, donc de droit, ce faisant, de siéger en congrès et partant de voter, leur vote ne pouvant donc faire autorité. Étant établi que pour entrer en vigueur, le texte du traité devait être voté par les États-nations à l'unanimité et que le vote de la France fut un leurre, le protocole ayant été ainsi tronqué, ce traité ne pouvait pas être ratifié. C'est frauduleusement qu'il fut authentifié et ne peut à ce titre pas être invoqué. Toutes les décisions qui sont intervenues au nom de ce traité, adoptées par défaut, sont donc à ce jour nulles et non avenues. Qui veut s'en prévaloir fait usage de faux. Le président français est l'un de ces faussaires, comme ceux qui, juste avant lui, s'en défaussèrent en accréditant ce trouble à l'ordre public et en discréditant ceux qui le dénoncèrent. Il s'en fait le complice. Il s'en fait le fauteur. Il n'est plus le président de la République, mais traître à la patrie et prévaricateur. Il est donc le panulfe, il est donc l'imposteur, le frauduleux pasteur d'une fausse encyclique. Pour les mêmes raisons, députés, sénateurs qui s'abstiendraient ou refuseraient de voter pour la destitution du présent dictateur devraient être, à leur tour, empêchés, écartés du pouvoir, déclarés de par leur adhésion traîtres à leur patrie par voie de collusion et coupables dès lors de haute trahison. Ils doivent eux aussi être mis en prison, car c'est traîtrise que la prévarication, manquement de l'élu à ses obligations que nos institutions désignent comme faute, la plus grande qui soit, la pire, la plus haute, et ce manifestant qui réclame sanction, je le répète, au nom de la population, ceux qui n'œuvreraient pas pour la destitution trahiraient leur mandat, trahiraient la nation, tout comme leur monarque. À la bonne et même heure, il faudrait les démettre alors de leurs fonctions, pas la présente. Je mets donc en demeure d'ordonner la saisine de la haute cour, et pour qu'enfin ne soit plus donné libre cours au pouvoir absolu d'agir dès aujourd'hui pour qu'enfin la représentation nationale, nonobstant les futures poursuites pénales dont il fera l'objet, dont il sera instruit, destitue le tyran en usant contre lui des moyens que prévoit l'article 68. Pour cela, l'Assemblée doit se mobiliser, elle en a le pouvoir, il suffit d'en user car elle a le devoir dès lors de l'exercer, le devoir de le faire, et chaque élu le sait. C'est le vœu de la France, il faut donc l'exercer de par le Parlement pour le peuple français. Chaque chef de parti s'accorde à claironner que le dit président devrait démissionner. Et tous dans l'hémicycle, ou bien par voie de presse, le déclarent dès lors inapte à gouverner. Pourquoi tergiverser, attendre? Le temps presse. Faut-il que nous perdions encore 2 années? Alors que ceux qui lui demandent de partir peuvent dès aujourd'hui, comme c'est leur devoir, le démettre, sans qu'il n'ait à y consentir, et le destituant lui ôter ses pouvoirs. Qu'on ne me dise pas que c'est pire chaos que d'en éliminer le premier responsable, c'est lui qui l'a créé, il en est le coupable. En quoi serait-il pire qu'il fût mis KO? En quoi serait-il pire doté du bateau, celui qui l'a mené tout droit vers la tempête? C'est lui, et pardonnez-moi si je me répète, qui nous entraîne et nous fait sombrer dans cette eau. Il est bon, quand la route devient incertaine, de reprendre la barre au mauvais capitaine. Il n'y a rien de mieux à faire en vérité que de reprendre en main ce qu'il nous a ôté et de se départir de qui nous a trompés. Comment?
se peut-il donc que ceux-là qui réclament une élection présidentielle anticipée soient les mêmes qui refusent jusqu'au principe de la destitution chaque fois qu'on l'excipe, chaque fois qu'on la prône ou qu'elle est évoquée, alors que c'est leur seul moyen de provoquer l'élection en question, le seul moyen possible, le seul qui soit donné au corps législatif, le seul hors du contrôle de l'exécutif. Gageons que la posture est incompréhensible, ou c'est peu de le dire, sujette à caution. J'en appelle au bon sens de la population. Vise-t-on à côté pour atteindre la cible ? La destitution est au contraire un moyen de rendre son honneur au peuple citoyen, en réhabilitant l'image moribonde que désormais la France affiche aux yeux du monde. Enfin, pour clore là mon interpellation, je répondrai à ceux dont l'ultime argument pour contrer les partisans de l'empêchement est d'y voir un danger pour nos institutions, que si nos textes prévoient ce cas de figure, c'est bien sûr parce qu'ils en acceptent l'augure. Voilà. Vouloir prétendre que le fait d'y recourir serait porter atteinte à la Constitution et faire s'effondrer son administration, l'exposer à un risque à ne pas encourir, me semble l'expression d'une pensée oblique, d'un contresens ou d'une contre-vérité, car c'est vouloir ainsi, pour le moins, réfuter le bon fonctionnement de la chose publique, vouloir s'en prévaloir pour mieux le contester. Car c'est donc au contraire, et en toute logique, un signe pour nos règles de bonne santé que d'être bien suivis, que d'être respectés, que d'être utilisés à meilleure fortune et non présentés comme étant inopportunes par ceux au demeurant qui les ont édictés. De qui se moque-t-on ? Et de qui se moquent donc ceux qui sont le recours du peuple à l'Assemblée en tenant ce discours ? Qui demandent au président de s'en aller, mais qui refusent que le destitue l'Assemblée ? Comment ne pas dès lors voir une collusion entre factions rivales donnant l'illusion d'une opposition qui, n'étant pas ce qu'elle est, apparaît clairement comme étant contrôlée, élue. Vous qui siégez dans les deux assemblées, ne prenez plus les gens pour des niais, s'il vous plaît. Ne faites plus semblant de vous mobiliser pour neutraliser l'occupant de l'Élysée. Ce qu'il ne veut pas faire et que vous éludez, faites-le plutôt que de le lui demander. Convenez que votre position est confuse. Démissionnez-le donc, puisque lui s'y refuse. Qu'on ne nous parle plus ni de dissolution, ni d'une démission qu'il ne donnera pas. À présent, le tyran doit être mis au pas, et pour cela, je ne vois que 3 solutions. La destitution par voie constitutionnelle ou de façon tout aussi institutionnelle après référendum, s'il se prononce pour, soit en dernier moyen, soit en dernier recours. Si les élus du peuple ne peuvent rien faire, et plutôt que de servir le peuple préfèrent suivre l'usurpateur, se soumettre ou se taire, eh bien, je vois la mobilisation du pouvoir militaire, dont le devoir est de protéger la nation. Mais hélas, les élus pris dans l'ordre sectaire feront toujours passer l'intérêt du parti avant le seul qui devrait leur être un parti et qu'ils devraient servir, celui de la patrie. Quand l'élu ne joue plus son rôle élémentaire et que les droits humains ne sont plus garantis, que peut faire la citoyenne confrérie si ce n'est s'en remettre aux forces militaires ? Quand le peuple a perdu sa souveraineté, l'armée seule peut garantir la sûreté et se doit pour le peuple de serrer les rangs, d'arracher le pays aux griffes du tyran. La sûreté est un droit humain proclamé et lorsque l'ennemi réside à l'intérieur, il relève donc de l'intérêt supérieur de l'État qu'il en soit protégé par l'armée. L'armée, qui, procédant à toute arrestation nécessaire, organiserait des élections conformes aux devoirs d'une démocratie. Je ne vois pour ma part que ces 3 moyens-ci pour que la France ne soit plus à la merci de celui qui veut l'ajouter comme naguère après l'avoir ruinée dans l'horreur de la guerre. Contre ce peuple frère, en plus, qu'est la Russie. Françaises et Français,
réunissons nos voix. Refusons de rester plus longtemps sur la voie qui de notre pays rallonge les souffrances et jette notre peuple dans le désarroi. Cette mise en demeure est celle de la France, est faite pour valoir enfin ce que de droit. Voilà.